Pendant que tu t'installes, dis-moi dans les commentaires d'où tu suis cette histoire et quelle heure il est chez toi. Le train siffla une dernière fois avant de s'immobiliser dans la petite gare de Valmont, un village oublié des cartes modernes, perdu dans les brumes de la Normandie profonde. Nous étions en octobre 1923, et le monde croyait avoir laissé derrière lui les horreurs de la Grande Guerre. Mais certaines horreurs sont plus anciennes que les conflits humains, plus tenaces que la mémoire collective. Elles dorment dans les pierres ancestrales, attendant patiemment leur prochain témoin. Je m'appelais Amélie Lavoisier, 23 ans, ancienne institutrice à Paris. La mort brutale de mes parents dans un accident ferroviaire m'avait laissé seul au monde, avec une dette écrasante et un avenir aussi sombre que le ciel qui pesait sur ce quai désert. C'est alors qu'était arrivée la lettre, une enveloppe de papier vélin cachetée à la cire rouge sang portant les armoiries des Montclair. Le baron Alexandre Montclair, veuf depuis peu, cherchait une gouvernante pour son jeune fils Édouard, 8 ans, décrit comme un enfant sensible nécessitant une attention particulière. Le salaire proposé était généreux, presque indécent. Trop généreux, aurais-je dû comprendre. Le fiacre qui m'attendait était noir, tiré par 2 chevaux dont la robe sombre semblait absorber la lumière grise de l'après-midi. Le cocher, un homme d'âge indéterminé au visage marqué par la variole, ne prononça pas un mot. Il se contenta de charger ma malle avec une efficacité mécanique avant de m'indiquer la portière d'un geste sec. À l'intérieur, l'odeur de cuir moisi et de naphtaline me saisit à la gorge. Les rideaux de velours grenat étaient tirés, plongeant l'habitacle dans une pénombre étouffante. Nous roulâmes pendant plus d'1 heure sur des chemins de plus en plus étroits, de plus en plus envahis par la végétation. Les arbres formaient une voûte oppressante au-dessus de nous, leurs branches nues griffant le ciel comme des doigts suppliants. Parfois, entre les troncs, j'apercevais des ruines de fermes abandonnées, des champs retournés à l'état sauvage. Ce pays semblait avoir été dévoré par le temps, par l'oubli. Aucune lumière, aucune fumée de cheminée, aucun signe de vie humaine, seulement le martèlement régulier des sabots sur la terre humide et le grincement rythmique des roues. Puis, soudain, la forêt s'ouvrit. Le domaine Montclair se dressa devant moi comme une vision cauchemardesque. Ce n'était pas un château de conte de fées, mais une forteresse médiévale, une masse compacte de pierres grises presque noires, hérissée de tours carrées et de créneaux. Les fenêtres étaient étroites, profondes, semblables à des yeux mi-clos, observant avec méfiance. Certaines étaient murées, d'autres ornées de barreaux de fer forgés. Un mur d'enceinte entourait la propriété, percé d'une unique porte cochère, dont les vantaux de bois cloutés étaient ouverts, béants comme une gueule. Le fiacre franchit le seuil et je sentis un frisson glacial parcourir mon échine, comme si nous avions traversé une frontière invisible, séparant le monde des vivants d'un autre royaume, plus ancien et moins clément. La cour intérieure était pavée de pierres inégales couvertes de mousse. Une fontaine centrale, ornée d'une statue représentant une femme voilée pleurant dans ses mains, ne coulait plus depuis longtemps. L'eau croupie au fond du bassin reflétait le ciel plombé. Le cocher m'aida à descendre sans un mot, puis disparut avec le fiacre dans ce qui semblait être les écuries. Je restai seul au centre de cette cour silencieuse, ma petite valise à mes pieds, mon manteau de laine noire serré contre moi. Le froid mordant de novembre s'insinuait jusqu'à mes os. J'attendis. 1 minute, puis 2, puis 5. Personne ne vint. Le château me regardait de toutes ses fenêtres aveugles. J'eus l'impression d'être une souris observée par un rapace invisible. Finalement, la lourde porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement de ferraille rouillée. Une femme apparut sur le seuil, grande, maigre, vêtue d'une robe noire austère et d'un tablier blanc immaculé. Elle avait le visage d'une statue de marbre, pâle et sans expression. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière avec une sévérité qui donnait à son crâne une forme presque masculine. Ses yeux, 2 billes d'un gris délavé, me fixèrent avec une intensité dérangeante. « Mademoiselle Lavoisier, je présume », dit-elle d'une voix aussi froide que la pierre du château. Ce n'était pas une question. « Je suis Madame Thibault, la gouvernante en chef du domaine. Vous me devrez obéissance en toutes circonstances. Suivez-moi. » Elle tourna les talons sans attendre ma réponse. Je ramassai ma valise et m'empressai de la suivre à l'intérieur. Le grand vestibule était plongé dans une demi-obscurité. Des candélabres de fer forgé pendaient des poutres du plafond, mais seules quelques bougies étaient allumées, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un escalier monumental de pierre s'élevait vers les étages supérieurs, ses marches usées par des siècles de pas.
Des tapisseries médiévales représentant des scènes de chasse et de guerre couvraient les murs, leurs couleurs fanées par le temps. L'air sentait l'encaustique, le bois humide et quelque chose d'autre. Une odeur douceâtre et entêtante que je ne parvenais pas à identifier. Une odeur médicale, presque pharmaceutique. Madame Thibault me guida à travers un dédale de couloirs étroits et d'escaliers en colimaçon. Le château semblait s'enfoncer dans ses propres entrailles, chaque corridor plus sombre que le précédent. Les portraits d'ancêtres Montclair nous regardaient passer depuis leur cadre doré terni. Tous ces visages partageaient les mêmes traits. Des fronts hauts, des nez aquilins, des yeux sombres et enfoncés qui semblaient suivre le moindre de mes mouvements. Les hommes portaient des uniformes militaires ou des habits de cérémonie. Les femmes des robes sévères et des coiffes rigides. Aucun ne souriait. Tous semblaient jugés, condamnés silencieusement. Nous arrivâmes enfin à une porte de bois sombre. Madame Thibault sortit un trousseau de clés de sa ceinture et ouvrit. « Voici votre chambre. Vous y prendrez vos repas. Les domestiques ne doivent pas être vus ni entendus dans les parties communes du château. Le petit déjeuner vous sera apporté à 6 heures. À 7 heures précises, vous vous présenterez à la salle d'études, au 2e étage de l'aile Est. Vous y trouverez l'enfant. Vos fonctions consisteront à lui enseigner les matières classiques, français, arithmétique, histoire, géographie. Vous veillerez également à son hygiène et à sa tenue. Vous ne le laisserez jamais seul, jamais. Est-ce clair? Oui, madame, répondis-je, troublé par l'emphase qu'elle avait mise sur ce dernier point. Le baron vous recevra demain soir après le dîner de l'enfant. D'ici là, vous ne le solliciterez sous aucun prétexte. Les règles du domaine Montclair sont strictes et anciennes. Vous les apprendrez rapidement, mademoiselle, ou vous ne resterez pas longtemps. Bonne nuit. Elle referma la porte et j'entendis le cliquetis de la clé dans la serrure. J'étais enfermé. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je me précipitai vers la porte et tentai la poignée. Elle tourna librement. Je n'étais pas prisonnière, du moins pas physiquement. Madame Thibault avait simplement fermé à clé de l'extérieur par habitude, ou peut-être pour me signifier ma place dans cette hiérarchie rigide. Ma chambre était petite, monacale. Un lit étroit au matelas dur, une armoire de bois sombre, une table de toilette avec un broc et une cuvette en porcelaine blanche, une chaise droite près de l'unique fenêtre. Pas de tapis, pas de rideau, pas de miroir. Les murs étaient couverts d'un papier peint défraîchi, représentant des motifs floraux décolorés. Une ampoule électrique nue pendait du plafond, mais l'interrupteur ne fonctionnait pas. Une bougie dans un chandelier de cuivre avait été posée sur la table de toilette. C'était ma seule source de lumière. Je m'approchais de la fenêtre. Elle donnait sur la cour intérieure que j'avais traversée à mon arrivée. La nuit était tombée avec une rapidité surprenante et l'obscurité était presque totale. Seule la lueur vacillante de quelques fenêtres du château perçait les ténèbres. Je distinguais à peine la silhouette de la fontaine et de sa pleureuse de pierre. Puis, alors que j'allais me détourner, je vis une lumière bouger, une lanterne. Quelqu'un traversait la cour, marchant lentement, presque solennellement. La silhouette était grande, masculine, vêtue d'une cape sombre. Elle ne se dirigeait pas vers le corps principal du château, mais vers une tour isolée, à l'extrémité de l'aile nord. Je vis la porte de cette tour s'ouvrir, avalant la silhouette et sa lumière, puis se refermer. Le château replongea dans le silence et l'obscurité. Je ne dormis presque pas cette première nuit. Le matelas était dur et froid, les draps rêches. Mais c'était surtout le silence qui me tenait éveillé. Un silence si profond, si dense, qu'il en devenait oppressant, presque vivant. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent dans les cheminées me faisait sursauter. Et puis il y avait ces sons que je ne parvenais pas à identifier. Des grincements lointains, comme des portes qu'on ouvre et referme, des pas feutrés dans les couloirs. Et une fois, vers 3 heures du matin, un cri bref étouffé qui me glace encore le sang quand j'y repense. Un cri de femme ou d'enfant, impossible à dire. Je me levai, le cœur battant, et collai mon oreille contre la porte. Rien. Le silence était revenu, plus lourd encore. À 6 heures précises, on frappa. Une jeune servante, guère plus âgée que moi, entra avec un plateau. Elle était petite, menue, le visage émacié sous son bonnet blanc. Ses yeux étaient baissés, et elle tremblait légèrement en posant le plateau sur la table. Un bol de café au lait, 2 tranches de pain noir, un peu de confiture de prunes. « Merci », dis-je doucement, tentant d'établir un contact humain. « Comment vous appelez-vous » Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. « Marie, mademoiselle.
murmura-t-elle sans lever les yeux. Enchantée, Marie. Je suis... Il ne faut pas parler, mademoiselle, m'interrompit-elle d'une voix à peine audible chargée de terreur. Madame Thibault l'interdit. Pardon, mademoiselle. Elle s'enfuit littéralement, refermant la porte derrière elle avec précipitation. Je restais interdite, la main encore tendue vers elle. Quel genre de maison était-ce donc, où les domestiques n'avaient pas le droit de parler? Je bus mon café en silence, le cœur de plus en plus lourd. À 7h moins 5, je me présentai devant la porte de la salle d'études. Mon cœur battait fort. J'allais enfin rencontrer l'enfant dont j'aurais la charge, ce petit Édouard décrit comme sensible. Je frappais doucement. Pas de réponse. Je frappais à nouveau, plus fort. Toujours rien. J'ouvris. La salle d'études était vaste et lumineuse, contrastant avec le reste du château. De grandes fenêtres donnaient sur ce qui semblait être un jardin à l'abandon. Des bibliothèques couvraient les murs, remplis de livres reliés de cuir. Un globe terrestre, un boulier, des cartes géographiques encadrées. Au centre, un grand bureau de maître d'école et, face à lui, un petit pupitre d'écolier. Mais la chaise était vide. « Édouard » appelai-je doucement. « Je suis mademoiselle Lavoisier, votre nouvelle gouvernante. » Un mouvement dans le coin de la pièce me fit sursauter. Là, presque dissimulé derrière un paravent de tissu, se tenait un enfant. Il me regardait avec des yeux immenses, d'un bleu glacial, presque transparent. Son visage était d'une pâleur de cire, ses traits délicats, presque féminins. Ses cheveux noirs étaient longs, tombant jusqu'à ses épaules. Il portait un costume marin démodé, d'un blanc immaculé qui accentuait encore sa pâleur cadavérique. « Bonjour, Édouard », dis-je avec un sourire que j'espérais rassurant. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je suis là pour t'aider à apprendre de belles choses. » Il ne répondit pas. Il ne souriait pas. Il me fixait avec une intensité dérangeante, sans cligner des yeux, comme un oiseau de proie observant sa proie. Il y avait quelque chose d'anormal dans son immobilité, dans son silence. Ce n'était pas la timidité d'un enfant, c'était autre chose. Une étrangeté plus profonde. « Viens, assieds-toi à ton pupitre. Nous allons commencer par la lecture. Aimes-tu lire » Lentement, très lentement, il sortit de derrière le paravent. Sa démarche était raide, mécanique. Il s'assit à son pupitre sans me quitter des yeux. Je m'installai au bureau du maître et ouvris un livre de lecture que j'avais apporté de Paris. Nous allons lire ensemble Le Petit Poucet. Connais-tu cette histoire? Pour la première fois, il réagit. Ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux que je ne pus déchiffrer. Puis, d'une voix étrangement grave pour son âge, presque masculine, il dit « Ils les ont abandonnés dans la forêt. » Les parents ont abandonné leurs enfants. Ils voulaient qu'ils meurent. C'est vrai, admis-je, troublé par son ton monocorde. Mais à la fin, le petit Poucet sauve ses frères. C'est une histoire sur l'intelligence et le courage. Non, répondit-il avec une certitude glaçante. C'est une histoire sur la trahison. Les parents trahissent toujours. Tout le monde trahit. Un frisson me parcourut. Qui t'a dit cela, Édouard, maman? Avant de mourir. Elle m'a dit que personne ne peut être digne de confiance. Surtout pas papa. Je ne savais que répondre. La mort de sa mère remontait à peine 6 mois, selon la lettre du baron. Quelle femme dirait de telles choses à son enfant mourant? Ta maman était malade, Édouard. Parfois, quand on est très malade, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Il secoua la tête lentement, un sourire étrange étirant ses lèvres pâles. Non, elle savait. Elle a essayé de me sauver, mais c'était trop tard. Maintenant, c'est mon tour. Bientôt, ce sera le vôtre aussi. Mon tour de quoi, Édouard? Il ne répondit pas. Il se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, les mains jointes dans le dos comme un vieillard contemplant ses terres. La matinée passa dans cette atmosphère étrange. Édouard répondait à mes questions par monosyllabes ou par d'étranges sentences qui n'avaient aucun sens. Il savait lire, écrire, compter. Son niveau était même supérieur à celui d'un enfant de 8 ans. Mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux, aucune curiosité enfantine. Il ressemblait à un automate programmé pour donner l'illusion de la vie. À midi, Madame Thibault vint chercher l'enfant pour le déjeuner. « Vous mangerez dans votre chambre, mademoiselle Lavoisier. » Reprise des leçons à 14h. Édouard me jeta un dernier regard avant de sortir, et dans ses yeux, je crus voir quelque chose. De la pitié. Un enfant de 8 ans me regardait avec pitié, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, quelque chose de terrible. L'après-midi fut une répétition de la matinée. Édouard était présent physiquement, mais absent mentalement. Il regardait souvent vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un, ou comme s'il craignait de voir quelqu'un entrer.
À 16 heures, alors que je lui faisais réciter une fable de La Fontaine, il s'interrompit brusquement au milieu d'un vers. Son visage se figea, ses yeux se révulsèrent légèrement. « Elle vient, murmura-t-il. « Qui vient, Édouard ?»« Maman. Elle vient toujours à cette heure. Vous ne l'entendez pas ?» Je tendis l'oreille. Effectivement, un son me parvint, des pas lents, traînants dans le couloir. Ils s'approchèrent de la salle d'études. Mon cœur se mit à battre plus fort. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Un silence. Puis la poignée bougea lentement, très lentement. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, grinçant sur ses gonds. Mais personne n'entra. Je ne vis qu'un morceau de couloir sombre. « Bonjour, maman, » dit Édouard, en regardant fixement la porte entr'ouverte. « Voici ma nouvelle gouvernante, mademoiselle Lavoisier. Soyez gentille avec elle, maman, elle est venue de loin. » La porte se referma doucement avec un claquement sourd. Les pas s'éloignèrent dans le couloir. J'étais glacé jusqu'aux os. « Édouard, ta maman est morte, tu le sais, n'est-ce pas ?»« Morte ?» répéta-t-il en me regardant comme si j'avais dit une absurdité. « Non, mademoiselle, elle est dans la tour nord. C'est là qu'on les met quand elles ne servent plus. Vous irez aussi un jour. Toutes les femmes du château finissent dans la tour nord. » Ce soir-là, après avoir ramené Édouard à Madame Thibault, je regagnai ma chambre dans un état de confusion totale. Cet enfant était-il fou, traumatisé par la mort de sa mère au point de la croire encore vivante? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre dans ce château, quelque chose que je ne comprenais pas encore? Je dînais seul dans ma chambre, d'un bouillon clair et d'un morceau de pain. Marie, la jeune servante, apporta le plateau et repartit sans un mot, les yeux toujours baissés, les mains tremblantes. À 20 heures, on frappa à ma porte. C'était Madame Thibault. « Le baron vous attend dans son bureau, suivez-moi. » Elle me guida à travers le château, empruntant cette fois des couloirs différents, plus larges, mieux éclairés. Nous traversâmes une galerie ornée de portraits plus récents, datant du XIXe siècle. Puis nous descendîmes un escalier monumental et arrivâmes devant une double porte de chêne massif. Madame Thibault frappa 3 coups, attendit, puis ouvrit. Le bureau du baron Alexandre Montclerc était une pièce imposante, aux murs couverts de boiseries sombres. Un feu crépitait dans une cheminée monumentale surmontée d'armoiries sculptées. Des bibliothèques chargées de livres anciens occupaient 2 murs entiers. Un bureau en pierre massif trônait au centre, derrière lequel se tenait l'homme qui m'avait engagé. Le baron Alexandre Montclerc avait une 50aine d'années. Grand, mince, il portait un costume de deuil impeccable. Son visage était pâle, aux traits aristocratiques marqués par le temps et ce qui semblait être une profonde mélancolie. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux. Les mêmes yeux qu'Édouard, d'un bleu glacial, presque transparent, qui semblait en voir à travers vous, lire vos pensées les plus intimes. « Mademoiselle Lavoisier » dit-il d'une voix grave et posée, « asseyez-vous, je vous prie. » Je m'assis dans un fauteuil de velours rouge face à lui. Madame Thibault se retira silencieusement, refermant la porte. Nous étions seuls. « J'espère que votre voyage s'est bien passé et que votre installation est satisfaisante, » commença-t-il avec une courtoisie formelle. « Oui, monsieur le baron, je vous remercie. » Bien, parlons de mon fils. Édouard est un enfant particulier. Vous l'avez sans doute remarqué. En effet, monsieur, il semble très intelligent, mais perturbé, termina-t-il à ma place. Je ne vous mentirai pas, mademoiselle. La mort de sa mère l'a profondément affecté. Il dit des choses étranges. Il voit des choses qui n'existent pas. Les médecins parlent de traumatisme, de deuil pathologique. Avec le temps, cela passera. Votre rôle est de lui apporter une routine, une normalité, de l'occuper suffisamment pour qu'il cesse de se perdre dans ses fantasmes morbides. J'hésitais, puis osais. Il m'a dit que sa mère était dans la tour nord, que toutes les femmes du château finissent là-bas. Le visage du baron se durcit imperceptiblement. C'est exactement le genre de délire dont je parle. La tour nord est condamnée depuis des années. Personne n'y va, personne n'y habite. C'est une partie très ancienne du château, dangereuse, en ruine. Je vous interdis formellement de vous y rendre, mademoiselle. Est-ce clair? Parfaitement clair, monsieur. Bien. Autre chose. Édouard ne doit jamais être laissé seul. Jamais. Il a des tendances. Il s'est blessé plusieurs fois ces derniers mois. Rien de grave, mais nous préférons la prudence. Vous dormirez dans la chambre attenante à la sienne. Vos affaires y seront transférées dès demain. Entendu, monsieur. Il se leva, signifiant que l'entretien était terminé. Mais alors que j'allais me retirer, il ajouta «
Mademoiselle Lavoisier, ma famille vit ici depuis 7 siècles. Ce château a ses secrets, ses traditions, ses particularités. Ne posez pas trop de questions. Faites votre travail. Occupez-vous de mon fils. Le reste ne vous concerne pas, pour votre propre bien. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Les paroles du baron résonnaient dans ma tête. Pour votre propre bien. C'était une menace déguisée en conseil paternel. Et cette histoire de Tournord. Pourquoi Édouard était-il si obsédé par cet endroit? Et qui avais-je entendu marcher dans le couloir cet après-midi? Qui avait ouvert cette porte? Le lendemain, comme promis, mes affaires furent transférées dans une petite chambre adjacente à celle d'Édouard. Les 2 pièces étaient reliées par une porte, que je devais laisser entr'ouverte la nuit. De ma nouvelle fenêtre, j'avais vu sur le jardin abandonné que j'avais aperçu depuis la salle d'études. C'était un jardin à la française autrefois magnifique, maintenant envahi par les ronces et les mauvaises herbes. Au centre se dressait une fontaine ornée de statues de nymphes aux visages érodés par le temps. Et au fond, presque cachée par les arbres, la silhouette sombre de la tour nord. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange. Chaque matin, je retrouvais Édouard dans la salle d'études. Il se montrait docile, répondait mécaniquement à mes questions, récitait ses leçons. Mais son regard restait vide, absent. Et chaque après-midi, à 16 heures précises, les mêmes pas traînants résonnaient dans le couloir. La porte s'entr'ouvrait. Édouard saluait sa maman. Puis, la porte se refermait. Je tentais à plusieurs reprises d'ouvrir cette porte au moment où elle se refermait, de voir qui se tenait de l'autre côté, mais j'étais toujours trop lente ou trop effrayée. Je ne voyais qu'un couloir vide, faiblement éclairé par les lueurs grises de l'après-midi. Pourtant, une odeur persistait, cette même odeur douceâtre et médicale que j'avais sentie dès mon arrivée. Une odeur de pharmacie, de laudanum peut-être, mêlée à quelque chose de plus organique, de plus désagréable. Une nuit, une semaine après mon arrivée, je fus réveillé par un bruit. J'allumai ma bougie et consultai ma montre. 3 heures du matin. Le bruit provenait de la chambre d'Édouard. Je me levai rapidement et poussai la porte communicante. Son lit était vide. La porte donnant sur le couloir était entr'ouverte. Mon sang ne fit qu'un tour. Le baron m'avait ordonné de ne jamais le laisser seul. Je sortis dans le couloir, ma bougie tremblante à la main. « Édouard » appelai-je à voix basse. « Édouard, où es-tu » Un rire d'enfant me répondit, lointain, étouffé. Il venait de l'extrémité du couloir, là où un escalier en colimaçon descendait vers les parties les plus anciennes du château. Je n'avais pas le choix. Je devais le suivre. Je descendis l'escalier, mes pieds nus glacés sur la pierre. À chaque marche, la température semblait baisser. L'air devenait plus humide, plus lourd. Les murs suintaient. La lueur de ma bougie projetait des ombres mouvantes qui donnaient l'impression que les pierres elles-mêmes respiraient. J'arrivais dans un couloir que je ne connaissais pas, plus étroit, plus bas de plafond, creusé directement dans la roche. Des portes de bois vermoul s'ouvraient de part et d'autre. Certaines étaient entr'ouvertes, révélant des pièces vides et délabrées. Des cellules peut-être, ou des cachots. Le rire d'Édouard résonna à nouveau, plus proche cette fois. Je me mis à courir, ma bougie menaçant de s'éteindre à chaque mouvement. Au bout du couloir, une porte plus massive que les autres. Elle était entr'ouverte, une faible lueur filtrant par l'interstice. Je la poussai. C'était une chapelle souterraine, petite, voûtée. Elle était éclairée par des dizaines de cierges. Un autel de pierre se dressait au fond, surmonté d'un crucifix noir. Et devant l'autel, agenouillé, se tenait Édouard. Il portait une longue chemise de nuit blanche qui lui donnait l'apparence d'un petit fantôme. Il priait, ou du moins ses lèvres bougeaient silencieusement. « Édouard, dis-je doucement en m'approchant, que fais-tu ici ? Il est 3 heures du matin, tu dois retourner te coucher. » Il se retourna lentement vers moi. Son visage était différent. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans la lumière des cierges, et un sourire flottait sur ses lèvres. Un sourire qui n'avait rien d'enfantin. Maman m'a appelé. Elle veut que je vienne la voir. Elle dit que c'est bientôt l'heure. L'heure de quoi, Édouard ? L'heure du sacrifice, comme toutes les femmes avant vous. Grand-mère, tante Hélène, cousine Mathilde et maman. Maintenant c'est votre tour, mademoiselle. Papa vous a choisi. Vous êtes jeune, vous êtes forte. Vous ferez une bonne porteuse. Une terreur glaciale m'envahit. Une porteuse de quoi ? De l'héritier. C'est toujours comme ça dans la famille Montclair. Les femmes portent l'héritier, puis elles vont dans la tour. C'est la tradition depuis 7 siècles. Maman me l'a expliqué.
Elle ne voulait pas, elle a essayé de s'échapper, mais papa l'a rattrapée. Maintenant, elle est dans la tour avec les autres. Et vous irez aussi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Édouard, ramène-moi à ta chambre, tout de suite. Ce sont des cauchemars, rien de plus. »« Non, dit-il avec une certitude absolue. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la vérité, et vous la verrez bientôt. Papa va venir vous chercher, peut-être cette nuit, peut-être demain. Il attend le bon le moment où la lune sera pleine et où le sang sera propice. » Je le saisis par le bras, peut-être plus brutalement que je ne l'aurais dû, et le traînai hors de la chapelle. Il ne résista pas, se laissant conduire comme une poupée de chiffon. Nous remontâmes l'escalier en colimaçon. Mon esprit était un tourbillon de pensées incohérentes. Cet enfant était-il vraiment fou, ou disait-il la vérité? Et si c'était la vérité, quel genre d'horreur se cachait dans ce château? Je le ramenai dans sa chambre et le couchai fermement. « Tu ne sors plus de ce lit cette nuit. Tu m'entends, Édouard, tu restes ici. »« D'accord, mademoiselle, » dit-il docilement, redevenu soudain l'enfant obéissant. « Mais fermez bien votre porte. Ne laissez personne entrer, surtout pas papa. » Je retournai dans ma chambre, le cœur battant. Je poussai la commode contre la porte donnant sur le couloir. C'était ridicule, je le savais. Si quelqu'un voulait vraiment entrer, une commode ne l'arrêterait pas. Mais cela me donnait une illusion de sécurité. Je me recouchai, mais le sommeil ne vint pas. Je fixai le plafond jusqu'à l'aube, écoutant chaque craquement, chaque murmure du château endormi. Les jours qui suivirent furent une épreuve psychologique. Je ne savais plus quoi penser, quoi croire. Édouard continuait ses leçons comme si notre excursion nocturne n'avait jamais eu lieu. Il ne mentionna plus la tour nord, ni sa mère, ni les sacrifices. Il était redevenu l'élève docile et absent que j'avais rencontré le premier jour. Mais je le surprenais parfois en train de m'observer avec cette expression étrange, mélange de pitié et de curiosité morbide, comme s'il attendait de voir comment j'allais réagir quand la vérité me serait révélée. Je décidai de mener ma propre enquête, discrètement, prudemment. Lors de mes déplacements dans le château, j'ouvrais l'œil, je tendais l'oreille. Je remarquai que certaines parties du château étaient strictement interdites. Des portes fermées à clé, des couloirs où les domestiques ne s'aventuraient jamais, et surtout, cette tour nord qui se dressait à l'extrémité de l'aile, toujours sombre, jamais éclairée. Un après-midi, alors qu'Édouard faisait la sieste sous la surveillance de Madame Thibault, je décidai d'explorer. Je savais que c'était risqué, mais je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude. Je devais savoir. Je me glissais dans les couloirs, empruntant les passages les moins fréquentés. Mon cœur battait la chamade, mais j'avançais, guidé par une force qui était plus forte que ma peur. J'arrivai devant une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était dissimulée derrière une tapisserie, dans un recoin sombre. Je soulevai la tapisserie poussiéreuse. La porte était ancienne, le bois était noirci par les siècles. J'essayai la poignée. Elle tourna. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Un escalier en colimaçon s'enfonçait dans les ténèbres. Je n'avais pas de bougie, seulement la faible lumière qui filtrait par la porte. J'hésitais. Puis je pensais à Édouard, à ses paroles, à ses avertissements. Je devais savoir. Je commençai à descendre, tâtonnant dans l'obscurité, une main sur le mur humide pour garder l'équilibre. L'escalier semblait interminable. Plus je descendais, plus l'air devenait froid et vicié. Cette odeur douceâtre et médicale devenait de plus en plus forte, presque insoutenable. Enfin, mes pieds touchèrent un sol plat. J'étais arrivé quelque part. Je tendis les mains devant moi et avançai à l'aveuglette. Mes doigts rencontrèrent une surface froide et lisse, du métal. Une porte métallique. Je cherchais une poignée, un loquet. Mes mains tremblaient. Enfin, je trouvais. Un loquet rouillé. Je le soulevai. La porte s'ouvrit lourdement. Une faible lueur rougeâtre filtrait de l'autre côté. Je plissai les yeux, le temps qu'ils s'habituent. Et alors, je vis. C'était une pièce circulaire, creusée dans la roche. Les murs étaient couverts de moisissures. Au centre, une lampe à huile posée sur une table de bois vermoulu projetait cette lueur sinistre. Et tout autour de la pièce, alignés contre les murs comme dans une morgue, des lits de fer. Sur ces lits, des formes, des corps, des femmes. Je crus d'abord qu'elles étaient mortes. Mais alors l'une d'elles bougea légèrement, émettant un gémissement faible. Elles étaient vivantes. Ou du moins, dans un état entre la vie et la mort. J'approchai du lit le plus proche, horrifié. La femme qui y gisait avait peut-être 30 ans, mais elle en paraissait 60.
Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses cheveux gris et ternes, sa peau flétrie. Ses yeux étaient ouverts, fixes, vitreux. Sa respiration était superficielle. Elle portait une chemise de nuit blanche, semblable à celle d'Édouard. À son bras, une perfusion rudimentaire était reliée à une bouteille de verre contenant un liquide ambré. Je passai au lit suivant. Une autre femme dans le même état, puis une autre, et encore une autre. 6 en tout. 6 femmes maintenues dans un état comateux, droguées, emprisonnées dans cette cave humide. L'horreur était si grande que je ne pouvais même pas crier. Je restais là, pétrifié, la main sur ma bouche, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. « Vous n'auriez pas dû venir ici, mademoiselle Lavoisier. » Je me retournai brusquement. Le baron Alexandre Montclair se tenait dans l'embrasure de la porte métallique. Il n'avait pas l'air en colère, seulement résigné, presque triste. « Je vous avais pourtant prévenu, ne posez pas de questions, pour votre propre bien. »« Qui sont ces femmes ?» parvins-je à articuler, la voix tremblante. « Ma famille, répondit-il simplement. Ma mère, ma sœur, mes cousines et mon épouse, Marguerite, la mère d'Édouard, celle du fond. » Je regardais vers le dernier lit. La femme qui y gisait était plus jeune que les autres, peut-être 40 ans. Mais elle était tout aussi décharnée, tout aussi absente. « Pourquoi faites-vous cela ?»« C'est une longue histoire, mademoiselle. Une histoire qui commence il y a 700 ans, quand le premier Montclair a conclu un pacte. Un pacte pour assurer la prospérité de sa lignée, la puissance de son nom. Ce pacte exigeait un tribut, le sang des femmes de la famille. Leur vie, lentement drainée, nourrit la terre de ce domaine, nourrit la force de notre nom. Génération après génération, nous avons honoré ce pacte. « Vous êtes fou, murmurai-je, c'est de la folie pure. »« Peut-être, admit-il avec un sourire las, mais c'est notre folie, notre tradition. Et elle fonctionne, mademoiselle. Les Montclair ont survécu aux guerres, aux révolutions, aux famines. Nous avons toujours prospéré quand d'autres familles s'éteignaient. Le prix à payer est élevé, certes, mais nécessaire. » « Et moi, demandai-je, la terreur serrant ma gorge, vous m'avez fait venir ici pour me faire subir le même sort ? Non, dit-il doucement, du moins pas de cette manière. Vous n'êtes pas du sang Montclair, mais vous pouvez porter un Montclair. J'ai besoin d'un héritier, mademoiselle. Un vrai héritier, pas seulement Édouard. Le garçon est défectueux. Le sang de sa mère était faible. Je dois recommencer. Et vous, jeune, saine, intelligente, vous êtes parfaite. » Je reculai horrifié. « Jamais. Vous ne me toucherez pas, je préfère mourir. »« Vous n'avez pas le choix, ma chère, dit-il en s'avançant vers moi. Personne ne sait que vous êtes ici. Personne ne viendra vous chercher. Vous êtes orpheline, sans famille, sans amis. Vous avez disparu des registres de Paris le jour de votre arrivée ici. Vous n'existez plus pour le monde extérieur. Vous m'appartenez maintenant. » Je tentai de le contourner, de fuir vers la porte, mais il était plus rapide. Il m'attrapa par le bras. Sa poigne était de fer. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Si vous coopérez, je vous promets que ce sera rapide. Ensuite, vous aurez une chambre confortable, de la nourriture, des livres. Vous porterez mon enfant dans la dignité. Et après la naissance, si vous le souhaitez, je vous libérerai. Vous pourrez partir avec une somme d'argent qui vous assurera une vie confortable. Vous mentez, crachai-je. Comme vous avez menti à toutes ces femmes. Elles ont cru vos promesses et regardez-les maintenant. Elles sont du sang Montclair, répéta-t-il patiemment. Leur destin était scellé depuis leur naissance. Vous avez une chance de survie. Prenez-la. Je ne réfléchis pas. Je mordis sa main de toutes mes forces. Il hurla de douleur et me lâcha. Je me précipitai vers la porte, grimpai l'escalier en colimaçon 4 à 4, trébuchant, me cognant contre les murs dans l'obscurité. Derrière moi, j'entendais ses pas lourds, ses imprécations. Je débouchai dans le couloir couru comme une folle à travers le château. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais juste m'éloigner, fuir cet endroit maudit. Je me retrouvai dans le grand hall d'entrée. La porte principale était là, à quelques mètres seulement. La liberté. Je me ruai vers elle, tentai de l'ouvrir. Elle était fermée à clé. Je tirai sur la poignée de toutes mes forces, en vain. Des pas résonnèrent derrière moi. Je me retournai. Le baron était là, accompagné de madame Thibault et de 2 hommes que je n'avais jamais vus, probablement des domestiques. Tous me regardaient avec une expression de pitié mêlée de détermination. « Amenez-la dans la chambre préparée », ordonna le baron, « et donnez-lui la teinture, une dose forte. Elle doit être calme pour ce soir. » Les 2 hommes m'attrapèrent. Je me débattis, hurlai, griffai, mais ils étaient trop forts.
Ils me traînèrent à travers les couloirs, montèrent un escalier, m'emmenèrent dans une partie du château que je ne connaissais pas. Une porte s'ouvrit. Une chambre, pas une chambre ordinaire, une chambre capitonnée, les murs recouverts de tissus matelassés, comme dans les asiles pour aliénés. Pas de fenêtre. Une seule porte massive avec une petite lucarne grillagée. Ils me jetèrent sur le lit. Madame Thibault entra, tenant un verre contenant un liquide ambré. « Buvez ceci, mademoiselle, cela vous calmera. »« Non, laissez-moi partir, je vous en supplie. »« Tenez-la, » ordonna-t-elle froidement. Les deux hommes me maintinrent. Madame Thibault m'ouvrit la bouche de force et versa le liquide. Je tentai de le recracher, mais elle me pinça le nez, m'obligeant à avaler. Le goût était atroce, amer et sucré à la fois. Je toussais, suffoquais, mais le liquide était descendu dans ma gorge. Ils me lâchèrent et sortirent. La porte se referma. J'entendis le cliquetis de la serrure. J'étais prisonnière. Je me levai, chancelante, et tentai d'ouvrir la porte. Impossible. Je frappais, hurlais, suppliais. Personne ne répondit. Progressivement, le liquide fit effet. Mes membres devinrent lourds, mon esprit s'embruma. Je m'effondrai sur le lit, incapable de bouger. La chambre se mit à tourner autour de moi. Des ombres dansaient sur les murs capitonnés. J'entendais des voix, des chuchotements. « Bienvenue, ma sœur, bienvenue dans la famille Montclair. » Je ne sais combien de temps je restais dans cet état. Des heures, des jours, le temps n'avait plus de sens. La drogue me maintenait dans un état de semi-conscience, un enfer éveillé où la réalité et les cauchemars se mélangeaient. Parfois, je me réveillais brièvement, et je voyais Madame Thibault penchée sur moi, me forçant à boire de nouveau ce liquide maudit. D'autres fois, c'était le baron. Il me parlait doucement, m'expliquait son plan, me promettait que tout irait bien si je me laissais faire. Sa voix semblait venir de très loin, déformée, comme si je l'entendais sous l'eau. Un soir, où était-ce le matin? Je sentis qu'on me soulevait, on me transporta quelque part. Mes yeux ne parvenaient pas à se fixer. Je ne voyais que des formes floues, des lumières vacillantes. On me déposa sur un lit différent, plus dur, plus froid. Des mains me déshabillèrent, me revêtirent d'une chemise de nuit blanche. J'entendais des voix murmurer en latin. Une odeur d'encens envahit mes narines. Des cierges. J'étais dans la chapelle souterraine, la chapelle où j'avais trouvé Édouard. « C'est l'heure, » dit la voix du baron. « La lune est pleine. Le moment est propice. Commençons le rituel. » Je voulus hurler, me débattre, mais mon corps ne m'obéissait plus. J'étais paralysée, consciente, mais impuissante. Des silhouettes encapuchonnées se tenaient autour de l'autel où j'étais allongé. Combien étaient-elles? 5, 6? Je ne pouvais pas compter. Le baron se tenait à ma tête, tenant un livre ancien ouvert. Il commença à lire d'une voix monotone, dans une langue que je ne comprenais pas, du latin médiéval peut-être, ou quelque chose de plus ancien encore. Les autres silhouettes répondirent en chœur. C'était une litanie, une invocation. Les mots résonnaient contre les voûtes de pierre se multipliant, créant une cacophonie hypnotique. Je sentis quelque chose de froid toucher mon front. De l'eau? De l'huile? On me marquait d'un signe, traçant un symbole sur ma peau, puis sur mes poignets, sur mon ventre. Chaque fois, le contact était glacial, me brûlant presque. « Acceptez cette servante », entendis-je le baron dire. « Acceptez son sang, son souffle, sa chair, qu'elle porte l'héritier de notre lignée. Qu'elle perpétue le pacte sacré conclu il y a 7 siècles. En échange, nous vous offrons ce que nous avons toujours offert, la vie des femmes, leur essence, leur âme. » Non, 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 non. Mon esprit hurlait, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le rituel continua. Des heures, me sembla-t-il. Puis, finalement, les silhouettes se retirèrent. Toutes, sauf une, le baron. Il retira sa capuche. Son visage était calme, presque serein. Il se pencha sur moi. « Pardonnez-moi, Amélie, » murmura-t-il. « Mais c'est nécessaire, pour ma famille, pour la survie de mon nom. Ce qui suivit est gravé dans ma mémoire comme une brûlure au fer rouge. Je ne veux pas décrire en détail. Disons seulement que le baron accomplit ce pourquoi il m'avait amené dans ce château. Mon corps était là, inerte, mais mon esprit était lucide, hurlant en silence, enregistrant chaque seconde de cette violation. C'était un viol rituel, méthodique, froid. Il n'y avait aucune passion, aucune émotion dans ces gestes, seulement le devoir, l'accomplissement d'une tradition ancestrale. Quand ce fut terminé, il se retira sans un mot,
Des mains me soulevèrent à nouveau, me ramenèrent dans la chambre capitonnée. On me recoucha. On me força à boire une nouvelle dose de cette drogue maudite. Je sombrai dans l'inconscience. Les jours suivants furent un enfer. On me gardait droguée en permanence, juste assez consciente pour manger et boire ce qu'on m'apportait, mais pas assez pour me révolter. Madame Thibault venait 3 fois par jour. Elle me forçait à avaler une soupe claire, du pain, et toujours ce liquide ambré. Entre ces visites, je dérivais dans un état de torpeur, peuplé de cauchemars vivaces. Je voyais les 6 femmes de la cave me tendant les bras, m'appelant à les rejoindre. Je voyais Édouard, son visage pâle, ses yeux glacials, me disant « Je vous avais prévenu, vous auriez dû fuir ». Mais au fond de mon esprit drogué, une petite flamme de rage refusait de s'éteindre. Une voix, ma propre voix, répétait inlassablement « Non, je ne serai pas une victime. Je ne finirai pas comme ces femmes. Je vais survivre. Je vais me venger. » Progressivement, je commençais à simuler. Je buvais le liquide docilement, mais dès que Madame Thibault avait le dos tourné, je me forçais à vomir discrètement dans le seau hygiénique placé dans un coin de la chambre. C'était atroce, mais nécessaire. Petit à petit, mon esprit s'éclaircit. La brume se dissipa. Je retrouvais ma capacité de réflexion, de planification. Je devais m'échapper. Mais comment? La chambre était une forteresse. La porte, massive, fermée de l'extérieur, pas de fenêtre. Les murs capitonnés absorbaient tous les sons. Même si je hurlais, personne ne m'entendrait, ou plutôt personne ne viendrait. Le personnel du château était complice. Tous savaient. Tous participaient à cette horreur. Je ne pouvais compter sur aucune aide extérieure. Ma seule chance était Madame Thibault. Lors de ses visites, elle était seule. C'était un moment de vulnérabilité. Si je parvenais à la maîtriser, à lui prendre ses clés, je pourrais peut-être m'échapper. Mais elle était méfiante, et je devais continuer à jouer la victime docile jusqu'au moment propice. Ce moment vint 2 semaines après ma captivité. Madame Thibault entra comme d'habitude, portant le plateau du déjeuner. Je restais allongé sur le lit, les yeux mi-clos, feignant l'hébétude. Elle déposa le plateau sur une petite table, puis se pencha sur moi pour vérifier mon pouls. C'était maintenant ou jamais. De toutes mes forces, je lui assénai un coup de poing dans la tempe. Elle chancela, surprise. Je me jetai sur elle, la renversai. Nous roulâmes sur le sol, elle était plus forte que je ne l'avais estimée. Mais la rage décuplait mes forces. Je lui arrachai le trousseau de clés attaché à sa ceinture. Elle hurla, tenta de me griffer. Je la frappai encore, cette fois au visage. Sa tête heurta le sol avec un bruit sourd. Elle cessa de bouger. L'espace d'une seconde, je crus l'avoir tuée. Puis je vis sa poitrine se soulever faiblement. Elle était seulement inconsciente. Je me relevai chancelante. Mes jambes tremblaient, mes mains aussi. Mais je tenais les clés. Je me précipitai vers la porte, essayai frénétiquement plusieurs clés avant de trouver la bonne. La serrure claqua. La porte s'ouvrit. J'étais libre. Le couloir était désert. Quelle heure était-il? Le jour? La nuit? Impossible à dire dans cette partie du château sans fenêtre. Je me mis à courir, pieds nus, encore vêtu de la simple chemise de nuit blanche. Je ne savais pas où j'allais. Je devais trouver une sortie, n'importe laquelle, un escalier. Je montais toujours plus haut. Des voix me parvenaient d'en bas. On avait dû découvrir Madame Thibault. L'alarme était donnée. Elle s'est échappée. Fouillez le château. Vite! Des pas précipités résonnèrent. Je continuai à grimper, le souffle court. Une porte. Je l'ouvris. C'était une chambre. Vide. Une fenêtre. Enfin, je me précipitai. La fenêtre donnait sur la cour intérieure. Nous étions au 3e étage, trop haut pour sauter. Je cherchais frénétiquement une autre issue. Un bruit derrière moi. La porte s'ouvrit brusquement. Le baron entra, accompagné des 2 hommes qui m'avaient capturé. « C'est fini, Amélie, » dit-il calmement. « Vous ne pouvez pas vous échapper, soyez raisonnable. »« Raisonnable » crachai-je hystérique. « Vous me droguez, vous me violez. Vous voulez me transformer en incubatrice et je devrais être raisonnable? Vous portez peut-être déjà mon enfant, dit-il. Pensez à lui. Si vous vous blessez en tentant de fuir, vous le blesserez aussi. Est-ce ce que vous voulez? Je ne veux pas de votre enfant. Je ne veux rien de vous. Je préfère mourir. » Je grimpais sur le rebord de la fenêtre. Le vent froid me giflait le visage. En bas, la cour pavée semblait si loin, si dure. Mais c'était la liberté. Même dans la mort, c'était mieux que de vivre dans ce cauchemar. « Non !» hurla le baron. Il se précipita vers moi. Je me penchai en avant, prêt à sauter. Mais quelque chose me retint. Pas le baron, quelqu'un d'autre.
une petite main agrippant ma chemise de nuit. Je baissai les yeux. Édouard. L'enfant était là, accroché à moi, les larmes coulant sur ses joues pâles. « Ne sautez pas, mademoiselle, supplia-t-il. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous mouriez. Maman est morte, je ne veux pas perdre vous aussi. » Son regard, ses yeux d'un bleu glacial pour la première fois emplis d'une émotion vraie, de la peur, de la tristesse, de l'amour peut-être. Un enfant victime, lui aussi, de cette folie ancestrale. Je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas ajouter un autre traumatisme à sa courte vie, déjà si marquée par l'horreur. Je descendis du rebord de la fenêtre. Édouard se jeta dans mes bras, sanglotant. Je le serrai contre moi, mes propres larmes se mêlant aux siennes. Le baron s'approcha lentement, prudemment. « Ramenez-la dans sa chambre », ordonna-t-il aux deux hommes. « Doublez la dose. Elle ne doit plus avoir la force de se révolter. » On m'arracha à Édouard. Ses cris désespérés me déchirèrent le cœur alors qu'on me traînait à nouveau dans les profondeurs du château. Cette fois, ils ne prirent aucun risque. On m'attacha au lit avec des sangles de cuir. Madame Thibault, un bandage sur la tempe, me fit avaler de force une dose massive de la drogue. Le monde s'effaça dans un brouillard noir et rouge. Combien de temps passai-je dans cet état? Impossible à dire. Des semaines, sans doute, peut-être des mois. Le temps n'avait plus de sens. On me maintenait dans un état végétatif, me nourrissant par intraveineuse, me nettoyant comme on nettoie un animal. J'existais à peine. Parfois, dans de brefs éclairs de lucidité, je me demandais si j'étais devenue folle, si tout cela était réel ou le délire d'un esprit brisé. Puis, un jour, tout changea. Je me réveillai avec une clarté mentale que je n'avais pas connue depuis des semaines. La drogue avait cessé de faire effet, ou peut-être mon corps s'y était-il habitué. Je pouvais penser, bouger. Les sangles avaient été retirées. J'étais seul dans la chambre. Sur la table de nuit, un plateau avec de la nourriture solide. Du pain, du fromage, une pomme et un verre d'eau, pas de liquide ambré. J'étais méfiante, c'était peut-être un piège, mais la faim était trop forte. Je mangeais avec avidité. L'eau était fraîche, pure, pas de goutte amère. Je bus jusqu'à la dernière goutte, puis j'attendis, guettant le retour de la torpeur, mais rien ne vint. J'étais vraiment lucide. La porte s'ouvrit. J'étais prête à me défendre, à me battre. Mais ce n'était ni le baron, ni Madame Thibault. C'était Édouard. Il entra, ferma la porte derrière lui. Il avait changé. Il semblait plus vieux, plus grave encore. Il portait un costume noir de deuil. « Édouard, murmurai-je, la voix rauque, que se passe-t-il ?»« Papa est mort, dit-il simplement, sans émotion apparente. Il y a 3 jours, une crise cardiaque. C'est ce que le médecin a dit. Mais je sais la vérité. C'est moi qui l'ai tué. » Je le regardais, incrédule. « Quoi, Édouard, qu'est-ce que tu racontes ?»« J'ai mis du poison dans son vin. Le même poison que grand-mère utilisait pour les femmes. Je l'ai trouvé dans l'apothicairerie. C'était facile, il me faisait confiance. Il pensait que j'étais son fils obéissant, son héritier docile. Mais j'ai toujours su que ce qu'il faisait était mal. Maman me l'avait dit avant de partir dans la tour. Elle m'avait fait promettre de vous protéger si jamais une nouvelle femme arrivait. Mon cœur se serra. Cet enfant. Ce pauvre enfant avait tué son propre père pour me sauver, Édouard. Tu n'aurais pas dû. Tu es trop jeune pour porter un tel fardeau. J'ai 8 ans, dit-il avec cette maturité troublante qui le caractérisait. Mais j'en ai vu plus que la plupart des adultes. Je sais ce qu'est le mal, et je sais qu'il fallait l'arrêter. Maintenant, vous êtes libre. Madame Thibault et les domestiques sont partis. Ils ont pris l'argent de la maison et se sont enfuis. Ils avaient peur d'être accusés de complicité dans les crimes de papa. Nous sommes seuls dans le château. Vous, moi et les femmes dans la tour. Les femmes, je me levais difficilement, chancelantes après des semaines d'immobilité. Elles sont encore vivantes? Oui, je leur apporte de l'eau et de la nourriture chaque jour. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Elles ne parlent pas. Elles ne bougent presque pas. Mais elles sont vivantes. Je suivis Édouard à travers le château désert. Nos pas résonnaient sinistrement dans les couloirs vides. Plus de domestiques, plus de gardes, plus de geôliers. Seulement le silence et les fantômes du passé. Nous descendîmes l'escalier en colimaçon que j'avais emprunté lors de ma découverte. La porte métallique était ouverte. La salle souterraine était éclairée par plusieurs lampes à huile qu'Édouard avait disposées. Les 6 femmes gisaient toujours sur leur lit de fer. Mais quelque chose avait changé. Sans les perfusions de drogue, certaines avaient repris un semblant de conscience.
La plus jeune, celle que le baron avait identifiée comme son épouse Marguerite, avait les yeux ouverts. Elle tourna la tête vers nous quand nous entrâmes. Ses lèvres bougèrent, tentant de former des mots. Édouard se précipita vers elle. « Maman, tu m'entends? C'est moi, Édouard !» Un son rauque sortit de la gorge de Marguerite. Un son qui aurait pu être un nom, le nom de son fils. Des larmes coulèrent de ses yeux enfoncés. Édouard pleura aussi, serrant la main décharnée de sa mère. Je m'approchai, posai une main sur l'épaule du garçon. « Il faut les sortir d'ici, Édouard. Il faut appeler un médecin, la police. Tous les responsables de cette horreur doivent être punis. » Papa est mort. Madame Thibault et les autres se sont enfuis. « Il n'y a plus personne à punir, dit-il tristement. Alors il faut au moins sauver celles qui peuvent l'être. Ta mère, les autres femmes. Elles méritent de voir la lumière du jour, de respirer l'air libre. » Ensemble, Édouard et moi, nous entreprîmes la tâche titanesque de remonter les 6 femmes. C'était épuisant. Certaines pouvaient à peine marcher, il fallait les porter. Nous les installâmes dans des chambres du château, dans des lits propres avec des fenêtres ouvertes. L'air frais de l'automne entra, chassant l'odeur de mort et de moisissure. Je partis au village le lendemain chercher de l'aide. Le médecin de Valmont, un vieil homme nommé docteur Beaumont, vint examiner les femmes. Son visage devint de plus en plus sombre au fur et à mesure de ses examens. « C'est un miracle qu'elles soient encore en vie, » dit-il. « Le laudanum dont elles ont été gavées pendant des années a causé des dommages irréversibles. La plupart ne retrouveront jamais complètement leur faculté mentale. Quant à leur corps, la malnutrition, l'absence d'exercice, l'exposition prolongée à l'humidité... »« Ferez-vous un rapport aux autorités ?» demandai-je. Il hésita longuement. « Mademoiselle, la famille Moncler est une institution dans cette région depuis des siècles. Si je fais un rapport, le scandale sera immense. Le nom Moncler sera sali à jamais. Et l'enfant, le jeune Édouard, en portera les conséquences toute sa vie. Il est innocent de tout cela. Ces femmes sont victimes d'un crime abominable. Justice doit être faite. Le baron Alexandre est mort. C'est la seule justice que nous obtiendrons. Les femmes, avec du temps et des soins, retrouveront peut-être une partie de leur humanité. Mais faire éclater cette affaire au grand jour ne les aidera pas. Cela ne fera que prolonger leur souffrance, les transformer en curiosité médiatique. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Je compris son raisonnement même si cela me révoltait. La vérité ne serait jamais révélée. Le pacte maudit des Moncler resterait un secret enfoui dans les murs de ce château. Mais au moins, le cycle était brisé. Il n'y aurait plus de victimes. Les mois suivants furent consacrés aux soins des 6 femmes. Petit à petit, avec de la nourriture saine, de l'air frais et surtout de la gentillesse et de la patience, certaines commencèrent à récupérer. Marguerite, la plus jeune, fit les progrès les plus spectaculaires. Elle réapprit à parler, à marcher, à sourire. La connexion entre elle et Édouard était bouleversante. Elle ne se souvenait pas de grand-chose de sa captivité, comme si son esprit avait effacé ces années d'horreur pour se protéger. Mais elle se souvenait de son fils, et c'était cet amour qui la maintenait en vie. Les autres femmes ne furent pas aussi chanceuses. La mère du baron, la baronne douairière, était trop âgée, trop endommagée. Elle mourut dans son sommeil 3 mois après notre libération. Les autres survécurent, mais dans un état de léthargie permanente, incapables de vraiment revenir à la vie. Quant à moi, je ne quittais pas le château. J'aurais pu, j'aurais dû. Mais quelque chose me retenait. Édouard avait besoin de moi, Marguerite avait besoin de moi. Et en vérité, je n'avais nulle part où aller. Paris et ma vie d'avant me semblaient appartenir à une autre existence, à une autre Amélie. Celle que j'étais devenue ne pouvait plus retourner dans le monde normal. J'avais vu trop, souffert trop. Le médecin confirma ce que je savais déjà au fond de moi. J'étais enceinte. Le fruit de la violence rituelle du baron grandissait dans mon ventre. Ma première réaction fut le dégoût, la haine. Je songeais à me débarrasser de cet enfant, fruit du mal. Mais Édouard me dit quelque chose qui changea ma perspective. Ce bébé n'est pas responsable de ce que papa a fait. Il est innocent, comme j'étais innocent. Donnez-lui une chance, mademoiselle. Une chance de grandir dans l'amour, pas dans la haine, de briser vraiment la malédiction des Moncler. J'accouchai en juin 1924 d'une petite fille. Elle avait les yeux bleus de son père, mais elle avait aussi mon sourire. Je la nommais Aurore, parce qu'elle représentait un nouveau commencement, la fin de la nuit des Moncler. Marguerite devint comme une grand-mère pour elle, Édouard un grand frère protecteur. Les années passèrent. Nous vécûmes reclus dans le château Moncler, ignorés du monde extérieur. Le village de Valmont
nous considérait comme une famille étrange mais inoffensive. La fortune des Moncler, bien gérée, nous permettait de vivre confortablement. J'éduquais Aurore et Édouard, leur enseignant non seulement les matières académiques, mais aussi et surtout la compassion, l'empathie, le respect de la vie humaine. Tout ce que leurs ancêtres avaient rejeté. Édouard grandit pour devenir un jeune homme remarquable. À 18 ans, il prit une décision radicale. Il fit murer définitivement la chapelle souterraine, l'apothicaire-rie, la salle où les femmes avaient été maintenues captives. Il fit également détruire tous les documents relatifs au pacte ancestral. « Le passé est enterré, dit-il. Nous ne sommes plus les Moncler d'avant. Nous sommes une nouvelle famille. » Marguerite vécut jusqu'à l'âge de 55 ans. Elle mourut paisiblement dans son sommeil, entourée de ceux qu'elle aimait. Sa dernière parole fut pour Édouard. « Tu as brisé la malédiction, mon fils. Tu nous as toutes sauvés. Quant à moi, je vieillis dans ce château qui avait été ma prison, mais qui devint aussi étrangement mon refuge. Je ne me mariai jamais, ne quittai jamais le domaine Moncler. » Aurore grandit, belle et brillante, ignorant les circonstances sordides de sa conception. Quand elle eut 18 ans, je lui racontai tout. Elle pleura, fut horrifiée, mais finalement me dit « Maman, tu as transformé le mal en bien. Tu as donné la vie là où il n'y avait que la mort. Tu es mon héroïne. » Aujourd'hui, j'ai 63 ans. J'écris ces lignes en 1963, 40 ans après mon arrivée dans ce lieu maudit. Édouard est un homme de 48 ans, respecté dans la région, médecin dévoué qui consacre sa vie à soigner les malades. Aurore est mariée, heureuse, mère de 2 beaux enfants qui jouent dans les jardins restaurés du château. Le domaine Moncler est maintenant un lieu de vie, de rire, de lumière. Mais parfois, la nuit, quand le vent souffle dans les vieilles tours, j'entends encore des échos du passé. Les gémissements des femmes martyrisées, les incantations dans la chapelle souterraine, les pas du baron dans les couloirs. Et je me demande si nous avons vraiment brisé la malédiction, ou si elle dort simplement, attendant patiemment le moment propice pour se réveiller. Je ne le saurai jamais, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai survécu. J'ai sauvé ce que je pouvais sauver. Et surtout, j'ai élevé 2 enfants dans l'amour et la lumière, brisant ainsi le cycle de 7 siècles de ténèbres. Le château Moncler se dresse toujours, forteresse de pierre grise contre le ciel normand, mais il n'est plus un lieu de terreur. Il est devenu un monument à la résilience humaine, à la capacité de transformer le mal en bien, la nuit en aurore. Mon histoire est terminée, mais l'histoire des Moncler, elle, continue. Dans les rires d'enfants qui résonnent là où résonnaient autrefois les pleurs, dans la lumière qui inonde les pièces autrefois plongées dans l'obscurité, dans l'amour qui a remplacé la cruauté. C'est peut-être cela, finalement, la vraie victoire. Non pas la vengeance, non pas la justice, mais la transformation. La preuve que même du plus profond des abîmes, il est possible de remonter vers la lumière, lentement, douloureusement, mais possible. Et si mon témoignage peut servir à quelque chose, c'est ceci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la cruauté humaine, mais ne sous-estimez pas non plus le pouvoir de la compassion. Les deux existent en chacun de nous. Le choix nous appartient. Moi, Amélie Lavoisier, devenue Amélie Moncler par les circonstances les plus horribles, j'ai choisi la compassion. Et ce choix a sauvé non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux que j'aimais. Que mon histoire serve d'avertissement et d'espoir. Les monstres existent, mais les héros aussi. Et parfois, les héros sont simplement des gens ordinaires qui refusent d'abandonner, qui continuent à se battre jour après jour pour préserver leur humanité dans les ténèbres. Le château Moncler conservera toujours ses secrets, ses fantômes, ses cicatrices. Mais il portera aussi, gravé dans ses pierres ancestrales, la preuve qu'aucune malédiction n'est éternelle, qu'aucune nuit n'est sans fin, et que l'aurore finit toujours par se lever. Fin.